L'amour n'est distribué aujourd'hui qu'au prix d'efforts. Et, et ces efforts-là ne sont justement inégalitairement distribués, je trouve. Bonjour Lim, Bonjour, Chama. bienvenue dans ce premier épisode de Questions d'égalité. Donc, c'est un podcast où j'invite 5 femmes à venir penser ensemble, à travers des prismes différents, les questions de rapport de genre, les inégalités bien sûr, mais aussi les chemins qu'on va pouvoir trouver pour aller vers plus de solidarité, de conscience en fait dans nos rapports. Rim, je suis ravie de t'avoir avec nous. Donc, tu es docteur en anthropologie, chercheuse postdoctorale à l'Université Aix-Marseille et à l'UM6P à Mingrir, Mhm. à l'IAS. Ta thèse, Kaftan, camionnette et banquette, a reçu un prix, donc le prix de la meilleure thèse francophone au Maghreb. Sur quoi tu travailles en ce moment? Si tu peux nous faire une petite mise en contexte avant qu'on démarre. Merci, Chama, de me recevoir. Alors, donc j'ai fait ma thèse de 2017 à 2024. C'est une thèse en anthropologie, donc ça impliquait beaucoup de terrain, beaucoup d'ethnographie, de circulation, parce que ma thèse portait principalement sur les questions de circulation matérielle, rituelle, culturelle, entre le Maroc et sa diaspora, située principalement en France et en Belgique. Donc l'idée, c'était de prendre un peu le contrepoint de ce que les études sur les questions migratoires depuis les 40 dernières années proposaient à la réflexion et au débat public, c'est-à-dire documenter ce qui se passe entre les frontières, ce qui se passe dans les trajectoires des migrants, ce que aussi les politiques publiques des pays d'accueil et aussi des pays d'origine euh, prévoyaient pour ces individus. Et moi, l'idée, c'était de voir à la fois ce qui se passe entre les frontières et ce que les individus se prévoyaient pour eux-mêmes. Donc, je me suis beaucoup concentrée sur les processus d'affranchissement et d'émancipation que les premiers migrants, leurs enfants, leurs petits-enfants ont fabriqué à partir de cette somme, cette expérience migratoire pour devenir indépendants économiquement Ok. principalement, et par le biais justement du lien à l'origine. C'est pour ça que je me suis focalisée sur les objets qui circulent et que eux font circuler pour signifier leur appartenance au Maroc dans leur pays de résidence, d'accueil, de naissance, D'où etc. le titre de la thèse. D'où le titre de la thèse. Donc je me suis intéressée principalement aux économies populaires. C'est des économies qui nous entourent partout, que ce soit au Maroc ou là-bas, mais qui passent un peu au-dessus. On ne les voit plus parce qu'ils sont banals, ils font partie de l'ordre routinier, mais on ne s'arrête pas pour réfléchir à comment ils sont mis en désir, comment ils sont mis en circulation et comment ils sont mis en commerce pour justement recréer dans leur pays de résidence des possibilités de pratiquer leurs traditions, de pratiquer leur appartenance, de les transmettre à leurs enfants, etc. Donc, c'était surtout l'idée de documenter un dispositif à la fois circulatoire, logistique, économique, pour ensuite venir décrire toutes les pratiques rituelles, traditionnelles, culturelles qui se sont créées au fil des générations. Donc maintenant, c'est chose faite. Aujourd'hui, je poursuis mon travail de recherche en me concentrant sur le monde du mariage, sur l'économie du mariage, parce que j'avais pas eu le temps ni le luxe pendant la thèse de vraiment explorer en profondeur chacune des activités commerçantes. Et aujourd'hui, j'ai cette opportunité de le faire grâce justement aux institutions qui me suivent et qui ont cru en ma recherche. Donc maintenant, mon terrain, c'est Lyon, Mhm. Amsterdam et Casa. Et le Yonne, parce que c'est un terrain un peu sous-étudié sur ces questions-là. Sur d'autres questions, c'est assez bien documenté. Amsterdam et les Pays-Bas, c'est parce que les Marocains de là-bas sont très proactifs et super dynamiques dans cette question, sur cette question de l'économie du rituel. Les femmes là-bas ont créé un véritable
comment dire, une véritable économie en Mmh. réalité du mariage et tous ses afférents. Et puis Casablanca, parce que c'est aussi le centre de, de création des tendances, des modes, etc. Donc on s'inspire les uns les autres et j'essaye de voir ce qui se passe entre les deux, OK. en dehors des frontières, comme une extension du Maroc ailleurs et à l'intérieur des frontières marocaines, et avec en ligne de mire l'idée d'actualiser un ouvrage qui a été rédigé dans les années 20 par un anthropologue finlandais qui était venu au Maroc et qui a vraiment bien décrit le monde du mariage qui est structurant dans la société marocaine et qui n'a pas été actualisé. Mmh. Donc l'idée, c'est de l'actualiser, de le revoir à- avec ce qui se passe dans le monde contemporain. Du coup, moi, je t'ai invitée parce que, indépendamment de ton travail d'anthropologue, je sais que les questions de genre t'animent Mhm, et tu as aussi, fait l'expérience de la maternité pendant ta thèse. c'est ça. Donc ça aussi, je pense que c'était une expérience structurante, on y reviendra. J'aurais une première question, justement, toi qui est entre la France et le Maroc. J'ai le sentiment que la question d'égalité, déjà anthropologiquement parlant, c'est une valeur qui est relative. Mhm, C'est pas une valeur universelle et on aurait mhm, trop tendance à penser que justement, c'est une valeur universelle et dans un milieu, qui est le nôtre où on parle plus de ces sujets-là, comme tu me disais, tout à l'heure hors caméra, ça reste un sujet quand même, niche. d'élite. Ouais. Heu c'est pas le but de perpétuer ça avec ce podcast, mais on a tendance à regarder beaucoup vers la France comme compas moral. C'est de moins en moins le cas. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont remises en question, que ce soit à travers la question de la Palestine ou des questions démocratiques de manière Ou générale, la question de la langue aussi. la question de la langue. Mais aujourd'hui, voilà, la France a souvent été notre modèle. Comment est-ce que tu vois les différences entre la notion d'égalité au Maroc et en France? Comment elle se négocie, cette tension? Hmm. Toi qui est entre les 2. Et puis est-ce que quand tu es sur un territoire et sur un autre, tu vis les choses différemment? Oui, je vis les choses différemment. Et je les lis différemment aussi, mais bon, moi je suis née ici, j'ai grandi ici, je me suis formée ici, et puis y compris mes armes ont été formées ici. Le premier repos, on va dire, que la France a pu m'offrir en partant d'ici, c'est la question de l'anonymat. Mmh. C'est-à-dire que quand bien même quand j'étais là, j'ai été protégée dans un contexte familial qui me permettait à la fois de vivre des choses à l'extérieur, dans l'espace public, qui était là où se posait la question de l'égalité, pour moi, mais à l'intérieur, j'étais dans un foyer très, très égalitaire. Mmh. Et donc déjà, ce conflit était compliqué à réfléchir et à interpréter et à intégrer dans ma manière de me voir moi-même dans cette société. Après, au fil du temps, nous, les Marocaines, on assimile assez vite et puis on identifie rapidement comment on peut graviter dans différents contextes et quand même réussir à réaliser ce qu'on veut faire. Bien, et ça, c'est aussi une question d'égalité parce que toutes les femmes ne peuvent pas le faire, le réaliser de la même manière, pas avec les mêmes conditions, pas avec les mêmes moyens matériels. En France, pour moi, la question de l'anonymat, elle est fondamentale. C'est-à-dire, on ne te demande pas qui tu es, ni la fille de qui, ni et donc ton comportement, ton attitude, ta manière de t'habiller, qui tu es, tombe dans l'anonymat et ça te donne une liberté totale. Mmh. Et ça, c'est un élément de repos parce que ça te permet de te concentrer sur d'autres choses Mmh mh. plutôt que d'essayer de pratiquer ta féminité, ton féminisme, ta manière d'être dans les limites qui sont consenties par la société. Je ne dis pas qu'il faut qu'on ait des sociétés totalement libertines, etc. Non, c'est pas du tout ça. Mais quand même, c'est un élément fondamental. Parce que je trouve qu'au Maroc, on est dans une société de surveillance du corps de la femme, du comportement de la femme, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de comment elle s'habille, etc. Et ça, c'est étouffant. C'est étouffant, c'est usant. Le traitement de l'égalité, dans les 2 pays, après on peut avoir une discussion plus méta sur, quelles sont les politiques publiques qui sont développées pour la réaliser, comment l'État justement traite cette question. Et là, je pense que la différence elle est fondamentale parce Mmh. que, en France, on a quand même, 100 ans ou 200 ans de lutte
de lutte pour les questions, à travers les questions syndicales, le mouvement ouvrier, le mouvement féministe. On en a au Maroc également, on a un très beau mouvement féministe aussi, mais où en France, la question légaliste a pris le dessus et qui s'est traduit par une mise en œuvre réelle et concrète qui fait que les femmes en France sont beaucoup mieux protégées qu'au Maroc. Ne serait-ce que, par exemple, les mères célibataires. Quand j'observe des mères célibataires en France, dans quel état elles sont, peut-être que les Françaises vont me dire non mais ça va pas, c'est compliqué, une mère seule avec les enfants, c'est compliqué. Mmh. Mais si on compare aux mères célibataires au Maroc, Ça n'a rien à c'est voir. inimaginable. C'est-à-dire quand une maman se retrouve seule avec ses enfants, il y a un état qu'elle trouve avec elle qui vient la porter, Mmh. qui lui permet d'être logée, d'avoir de l'argent pour nourrir ses enfants, d'être renforcée au niveau éducatif, économique pour pouvoir trouver un travail et garder toute sa dignité pour élever ses enfants. Elle n'est pas Stigmatisé. stigmatisée par la société, etc., etc., etc. Donc il y a tout ça qui est mis en place. La question du soin, de la santé mentale, de la protection policière, de la protection juridique. C'est quand même structurellement très, très, très différent. Après, l'évolution de la question féministe et de la question d'égalité dans les deux sociétés, elle prend différents chemins. Parce que le marji'iyya, c'est-à-dire que le modèle français, il est pris au milieu d'un mouvement mondial, souvent occidental, où chacun inspire l'autre. Nous, on est pris dans 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 le différentes courant, ouais. directions. On a la France comme modèle historique, mais aujourd'hui, on est ouvert grâce aux réseaux sociaux, grâce à la lecture et Internet, on arrive à s'inspirer de l'Afrique, du Du monde Moyen-Orient, arabe, ouais. du monde arabe, de l'Amérique latine aussi, qui ont des luttes féministes incroyables. On est aujourd'hui des femmes qui regardons beaucoup plus largement que la France. Et on se dit, il y a des choses qui sont faisables pour notre société, qui sont souhaitables pour notre société, et qui ne sont pas nécessairement les pratiques aujourd'hui qui sont faites, ni les pratiques ni les débats qui sont à l'œuvre aujourd'hui en France. Donc je trouve que sur ce sujet-là, au Maroc, il y a une émancipation, Mmh mh. y compris dans la manière de débattre et de se penser soi-même en tant que femme dans nos sociétés. On n'est pas dans le mimétisme, on n'est pas dans l'imitation. Par contre, on souhaiterait, je pense, être dans l'imitation, ne serait-ce que sur la question Direction du droit. légale et protectrice, parce que c'est souhaitable. On a besoin de protection. On est dans un univers qui est quand même assez violent, violent, et cette violence-là, tant qu'elle n'est pas pensée de manière structurelle et globale, je pense qu'on risque de stagner, et on stagne. Ouais. Quand bien, malgré tous les efforts des femmes de s'émanciper, d'étudier, de travailler, de mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent évoluer, et cetera. Tant que structurellement il n'y a pas, une pensée globale de la situation des femmes, c'est ça va être compliqué et Et c'est l et compliqué. tu penses que la réforme de la Moudawana, pourrait être suffisante ou c'est un début? Bah, la réforme de la Moudouane à Dial 2004, elle a révolutionné quand même certaines choses. Il y avait tellement d'inégalités. Mmh. Donc les 20 dernières années, on a vu quelques changements, l'adaptation aussi des hommes, des femmes, des familles à L'évolution du débat aussi. ouais, l'évolution du débat. Il y a un nouveau prisme aujourd'hui qui est adopté, qui est presque accepté. Mais 20 ans plus tard, la société, elle change de manière très, très rapide. Les femmes, elles sont là, elles Elles sont portent chefs de elles sont famille, ouais. chefs de famille, elles portent énormément de choses, elles portent la société. Les hommes aussi. Les hommes aussi portent la société. Mais je dirais que cette sous-traitance du care aux femmes euh, fait que elles ont une vue sur plusieurs étages de la société, Mmh. notamment le destin des personnes âgées, le destin des enfants, le travail à l'extérieur, le maintien du lien social qui sous-entend un travail matériel assez conséquent, de l'anticipation, de la préparation, de la dépense, etc. etc. Et c'est partagé en partie par certains hommes qui sont impliqués dans cette question du maintien du lien,
du portage de la famille, mais les femmes portent beaucoup de choses. Mmh. Et en plus de ça, je doute qu'il y ait réellement reconnaissance. Pas reconnaissance dans le sens de la dette, mais juste reconnaissance de comment l'énergie est déployée, l'énergie est déployée et comment on préserve les individus, en fait. Et ça, c'est cette distribution des rôles de genre qui est encore une fois impensée, y compris dans notre société. Et Mmh. quand on veut la penser, il y a justement ces résistances-là. Et c'est ça que je comprends pas. Parce que si on part du principe de l'amour qui doit être distribué, l'amour n'est distribué aujourd'hui qu'au prix d'efforts. Et, et ces efforts-là ne sont justement inégalitairement distribués, je trouve. C'est-à-dire? Quand je parle de maintien de lien, de qu'est-ce qu'on fait quand un parent est fatigué, qu'il est malade et qu'il a besoin de soins? Il faut le prendre en charge à la maison, penser à ses médicaments, à son habillement, à son épanouissement, penser à l'éducation des enfants, gérer les personnes qu'on veut aider, travailler, pousser sa carrière, s'investir, manger sainement à la maison, donc faire des courses, garder son couple, etc. C'est des efforts. C'est beaucoup d'efforts, c'est de l'amour ça. Mmh. C'est concrètement de l'amour, mais je trouve que les femmes portent beaucoup. C'est beaucoup. Mmh. Il faut revenir à Bell Hooks pour ça. Oui, c'est ça. Mais justement, toi, en tant que mère, femme, membre de la diaspora, comment est-ce Mmh. que tu vis cette, question d'égalité, Mmh. d'un point de vue intime, d'un point de vue, politique, d'un point de vue de ta position dans la société? Et surtout, comment est-ce que les choses changent en fonction du territoire sur lequel tu es? Mmh. Alors j'avais écrit un article sur ça, quand on migre, on a une grille dans notre cerveau qui s'installe, qui est une grille de comparaison. On est tout le temps en train de comparer entre, ici et là-bas. C'est plus fort que nous. Donc forcément, quand on est là-bas, on se dit: «Là-bas, c'est mieux, il y a des choses qui sont meilleures. Ah, il y a des choses que je ne supporte plus» et vice versa. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, j'ai eu un père, les figures qui m'ont vraiment portée, c'était des hommes. Mmh. Je suis fille unique, mon père m'a beaucoup portée et ensuite j'ai un conjoint qui me porte aussi beaucoup. Quand je dis porter, c'est encore une fois, c'est à la fois la distribution de l'amour et la matérialité de cette distribution d'amour. C'est-à-dire qu'il me donne l'espace et les moyens pour que je puisse me réaliser moi-même. Et ça, c'est assez inédit et ça me donne justement beaucoup à réfléchir quand je reviens et que j'entends mon entourage, surtout mes copines, mes cousines, mes tantes, mes grands-mères, qui me disent une chose: «Tu as beaucoup de chance». Mmh. Et ça me révolte. Ça me révolte parce que la 2e chose qu'ils disent, c'est: «Il t'aide beaucoup», Mmh. tu vois? Et c'est une conception très particulière de l'égalité, y compris chez les femmes, chez nous. C'est-à-dire, pourquoi il m'aide? C'est ses enfants, c'est mes enfants et il les porte au même titre que je les porte. Il se trouve que pendant nos carrières, notre parcours, j'ai eu besoin de plus de temps pour le consacrer à mon doctorat, à mon travail, à mes colloques, à mes conférences, à mes rencontres, et cetera. Donc il a porté plus que moi, au même titre que lui vient un moment où je dois, moi, être beaucoup plus présente, être dans le soin pour lui laisser l'espace nécessaire. Donc j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. Heu, Ça te révolte du coup que ça soit pas établi, que ça soit que ça soit pas pas établi parce que je vois aussi combien de femmes autour de moi, compromettent, leur potentiel parce qu'elles n'ont pas trouvé le partenaire ou les conditions elles sont toutes au bord du burn-out. Elles mmh. sont fatiguées, abîmées, malgré tout leur accomplissement et leur réalisation. Elles sont tout le temps en train de courir derrière le temps. Il faut cocher cette case et l'autre, être une bonne épouse, être une bonne mère, être une bonne fille, être une bonne copine, être etc. C'est le cas de beaucoup, mais leur partenaire ne leur facilite pas nécessairement les choses. Donc c'est pas une question, c'est une question d'égalité. Pour moi, c'est toujours la structure, c'est l'amour. Mmh. C'est comment on traduit cet amour-là envers l'autre. Est-ce que c'est en t'offrant des cadeaux, en t'achetant des choses, et cetera, ou en te donnant la possibilité de te réaliser toi-même? Et ça, je l'ai trouvé chez mon partenaire et je l'ai trouvé chez mon père, qui m'a vraiment poussée à ce que je sois le plus indépendante possible. Donc oui, quand je reviens,
je suis un peu triste. Je suis un peu triste parce que je me dis: «Bon, bah, il faut vraiment avoir de l'argent pour pouvoir être, heureuse». Mmh. Les femmes que j'observe autour de moi, la majorité sont abîmées, fatiguées, elles bossent. Les cernes sont Ça, c'est creusées plus au Maroc? Ouais. Au Maroc, ouais. En France aussi, les femmes portent énormément parce qu'il y a des gros problèmes économiques et cetera. Mais comme je t'ai dit, il y a un État qui est là comme ligne de sauvetage. Mmh. Ici, tu ne peux compter que sur toi-même ou sur ta famille. Et la famille, elle est pas toujours disponible. Aujourd'hui, les grandes familles avec leur grand format de protection, de solidarité, Ça commence à s'éroder un ça peu, ouais. commence à s'éroder. La ville aussi ne le permet pas. La ville est L'espace, aussi ouais. ouais, l'espace resserré, concentré, dense, la pollution, les embouteillages, le stress et cetera. Je trouve que, oui, je j'ai l'impression que c'est un combat, sanguin. Mmh. Je vois pas mal ces derniers temps de jeunes Marocaines qui s'expatrient Mmh. et qui, sur les réseaux, parlent du coup, de ce qu'elles ont gagné en termes de liberté, d'égalité, et cetera. Mais il y a pas quelque chose qu'on perd au change en termes d'identité? Est-ce que c'est pas un troc, d'une liberté contre une autre? Comment est-ce que l'expatriation ou l'immigration tu vois, Mmh. peut influencer ce rapport qu'on peut avoir avec l'égalité et avec la liberté en tant que femme de manière générale? C'est une question d'expérience. Mmh. C'est-à-dire que quand tu pars, tu expérimentes un autre modèle social, un autre modèle culturel, et tu vois aussi une distribution des rôles qui est différente. Et là, tu te dis, peut-être que si on fait pas ça complètement, mais il y a des choses à revoir chez nous. Dans notre modèle à nous, les femmes, elles ont leur rôle, et c'est un rôle très puissant. Euh, la différence entre l'espace intime, l'espace public n'est pas tout à fait le même que quand on migre. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de liberté, nous, en tant que femmes, dans notre espace intime que dans l'espace public. Bien sûr. Donc, il y a déjà cette grosse distinction et elle se traduit par une expérience relativement différente. Où quand tu es à l'étranger, tu peux t'exprimer comme tu veux et tu n'as pas cette peur aussi d'être agressée physiquement, d'être humiliée, d'être suivie parce que les hommes potentiellement qui peuvent t'agresser savent, connaissent les Quelles les conséquences. conséquences? Bon, ça veut pas dire L que ça n'arrive pas, hein, Oui, mais les conséquences légales, mais les conséquences aussi sociales. mmh, C'est-à-dire que c'est tellement peu accepté qu'on est ça veut pas dire que ça n'arrive pas, bien sûr, clairement. On n'est pas dans des sociétés idéales, ni ici ni là-bas. bien sûr. Mais c'est juste des modèles différents. Mmh. C'est un traitement de la question de l'égalité qui est le résultat d'une histoire, bien sûr, mais nous aussi, on a cette histoire-là, on a nos modèles de résistance, d'émancipation à nous, mais qui gagneraient à prendre plus de place dans l'esprit, dans l'éducation. Bah, justement, j'ai l'impression, que c'est un terme qui est presque aujourd'hui galvaudé, la question d'égalité. On en entend parler dans nos milieux, la dernière fois que j'étais aux assises, du féminisme à Rabat, Mmh, la ministre Nadia Ftah, ministre, de l'économie a ouvert en disant que l'égalité n'était pas un luxe, mais un droit fondamental. c'est J'ai ça. l'impression qu'on en parle beaucoup, mais que concrètement, il y a pas beaucoup de changements et par exemple avec mes étudiants, certains, surtout les plus jeunes pensaient que l'égalité c'était plus un sujet d'actualité, que ça y est, que c'était acquis, que c'était fini, tu vois? Mmh. Donc, comment est-ce que tu penses que justement le débat peut évoluer pour, déjà sortir de ces sphères-là, ne pas rester stérile et que ça ne reste pas juste tu sais, un concept, comme on en brandit beaucoup sans vraiment agir derrière? Voilà, est-ce qu'on peut aussi, est-ce que enfin, pour moi, c'est plus l'égalité, c'est une question de pratique, c'est comme l'amour. C'est ça. C'est une pratique, c'est pas juste un concept. Mmh. Donc comment sortir justement de l'idée pour la mettre en place, et qu'est-ce que tu penses aussi de ce que je t'ai dit, du fait que, pour certains jeunes aujourd'hui, c'est même plus un sujet? Après, c'est vrai que les nouvelles générations, sont beaucoup plus déconstruites et il y a certains trucs pour eux, c'est de l'ordre de l'évidence, alors que nous, on est Mmh. encore en train de défaire des Mmh. choses qu'on a héritées. Alors, il y a 2 choses. Moi, je trouve pas que c'est un débat qui est général à la société. Mmh, Parce que, avant de parler d'inégalité de genre, il y a aussi une inégalité de classe bien sûr. qui structure aussi ce débat de l'inégalité de genre. Ces débats-là, le débat, je l'entends ici comme vraiment un débat public.
pas le débat entre copains, copines, Mmh, etc. mmh Le mh. débat public, dans les journaux, dans les livres, dans le monde intellectuel, il est très, très, très niche. Ouais. On sort des grandes capitales, le débat, je le vois pas. Et ça revient à la question de l'émancipation et de ce débat collectif. Au Maroc, je trouve il est pratiqué au niveau individuel, des Mmh. femmes et même des hommes qui, eux, conçoivent, la place de leur femme comme un partenaire, une partenaire, un accompagnement mutuel et cetera. Il y en a, y compris dans les classes populaires, y compris dans le monde, rural et cetera. Des fois, on est très surpris, on arrive dans des villages et on voit toute la place que prennent les femmes et cetera. On se dit: «Ah, finalement, il y a d'autres modèles Bien aussi». sûr. Il y a différents modèles, y compris dans la société marocaine, qui est composée de micro-sociétés qui ont adopté, des modèles de vie, de solidarité qui ne sont pas toujours connus de nous qui sommes dans les grandes capitales. On a trop tendance encore à être dans la C'est séparation ça, rural-urbain, ouais. alors que le monde rural est encore, très important et très Il est présent, important et dans notre puis pays. il est aussi il enfin, il mériterait qu'on aille regarder Mmh. quels sont le type d'interaction qu'il y a entre, les hommes et les femmes, les hommes et L'organisation. les enfants, les femmes et les personnes âgées, comment elles gèrent les crises, comment elles gèrent la solidarité. Et je pense vraiment qu'on ne devrait pas aller voir beaucoup trop loin que chez nous, au-delà de ce qu'on appelle le débat public sur les questions d'égalité, qui, pour moi aujourd'hui, l'aspect légaliste a pris le dessus sur l'aspect anthropologique et Mmh pratique mh. de comment se vit, comment est notre vie sociale dans sa somme de gestes, de décisions, de pratiques, etc. Et c'est pour ça que là aussi, j'ai une ligne de démarcation avec comment se pratique aujourd'hui le féminisme occidental, qui, en cassant des catégories, en déconstruisant des catégories de genre, etc., ce qui est excellent, en reconstruisent d'autres qui deviennent aussi hermétiques. Est-ce que tu peux être plus précise là? Je suis pas très à l'aise sur les questions de féminité, de hétérosexualité, d'homosexualité et de cette distribution de rôles, Mmh. cette redistribution de rôles. Parfois même en choisissant moi-même d'être hétérosexuelle et d'être, homogame et d'être très féminine et cetera, des fois je me sens presque jugée, OK. tu vois? Dans ce féminisme-là. Mmh. Ouais, ouais, Comme j'entends. si en fait, la question de la place des hommes et de leur rôle qu'ils jouent ou qu'ils ne jouent pas, heu, je trouve qu'il y a une forme pas de moi je n'ai aucun problème avec les radicalités. Blacks, je pense qu'il y a des situations qui imposent une Bien certaine sûr. forme de radicalité. Mais, je ne veux pas en faire des hommes, une catégorie, figée et je trouve qu'il y a cette tendance-là dans le féminisme occidental. Vraiment, Mmh. aujourd'hui encore plus. Comme les catégories de blanchité, de décolonialité aussi et cetera. Ça prend c'est en train de prendre une forme de catégorie de plus en plus fermée. Alors même que l'essence de cette, réflexion depuis les 20 dernières années ou là les 15 dernières années, c'était justement de déconstruire les cases dans lesquelles nous étions enfermés. Mmh. Et c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à ma société et je connais ses défauts. Je les connais, je les ai vécus dans ma chair. Mmh. Mais, on est en train de se transformer, de changer. On a de moins en moins de jeunes, on a de plus en plus de personnes âgées, on a de moins en moins d'enfants. Les femmes travaillent de plus en plus, s'émancipent de plus en plus à titre individuel. Et du coup, ça va devenir collectif au bout d'un moment. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est quel horizon on se donne à nous-mêmes. Comment on se parle? Nous, entre femmes, moi, je n'ai pas en tête la sacralité de la sororité, par exemple, ou les solidarités féminines. Je ne trouve pas qu'il y a réellement de solidarité féminine en vrai. Et tu penses pas que c'est dommage? Enfin, que ça C'est pourrait être quelque dommage, chose qu'on mais pourrait elle doit être elle doit être totale? élargie. Mmh. Élargie. On a des alliés potentiels avec, dans notre société
mais il suffit de développer un langage qu'on ne doit pas, encore une fois, imiter, qui doit être émique, c'est-à-dire qui vient de nous. عندنا في العربية ديالنا في الفصحى في الدارجة ديال الشماليين أولا ديال الصحراوة الحسانية عندنا un langage parce que je trouve que ces questions de lutte pour les places demandent de l'intelligence et de la malléabilité parce que de il y a beaucoup de résistance. Mmh. Les hommes ont peur de perdre de la marge, de la place, et cetera, leurs, moyens de contrôle, d'autorité, et cetera. Mais on veut leur expliquer que la question, elle se joue pas là. Mmh. C'est-à-dire que même votre modèle de masculinité peut être plus émancipateur pour vous-même si vous nous écoutez. C'est sûr. Mais tu sais, par rapport aux déconstructions, moi, j'ai, justement la question du care, par exemple, et la Ouais. façon dont, en fait, c'est très ancré dans notre société, au-delà des questions de soumission Mmh. ou de rapport à l'espace public, privé, et cetera. Ça ne veut pas dire qu'un homme ne peut pas être aimant, ne peut pas être présent avec ses enfants, et cetera. Mais ça rejoint aussi les questions de white feminism, et cetera. Je suis contre le fait de considérer une femme au foyer comme une femme, tu vois, moins émancipée, Bien sûr. et le fait de vouloir نطبقوا, tu vois, هاد le féminisme ultra émancipateur, Mmh. où finalement, c'est comme ce que tu disais, on peut appartenir en fait à n'importe quelle case aujourd'hui qui est Mmh. définie, de construire notre propre regard sur l'égalité. Parmi les débats sur la Moudawana, il y avait la question aussi de la valorisation du travail domestique, Oui. et en fait de prendre en considération justement tout ce travail du care, d'éducation des enfants comme un actif en fait, Mmh. comme quelque chose, Comme la un investissement, production. voilà, Oui. qui demain peut être valorisé en cas de divorce et tout. Ça, c'est un débat qui est très, très contemporain, qu'on Mmh. commence à voir aussi en Europe. Mmh. Il y a un cas de jurisprudence en Espagne. Ouais. Donc qu'est-ce que tu penses voilà, de tout ça et de cette assignation de genre, enfin, sans rentrer dans l'essentialisation, C'est tu pas vois? une assignation de genre, c'est une reconnaissance de la réalité. Mmh. C'est qu'il se trouve que quand il y a un choix à faire dans un couple de qui va s'occuper des enfants ou si, par exemple, les emplois des deux pèsent beaucoup sur le quotidien, c'est souvent la femme qui va rester à la maison pour s'occuper de la maison et de la famille et qu'au bout d'un moment, au bout de 15 ans de mariage ou de 20 ans de mariage et que le couple ne s'entend plus, la femme, elle sort plutôt bredouille de cette question, de cette affaire. C'est une Mmh. grosse injustice. Bien sûr. Alors même que c'est peut-être une décision qui a été commune, mais une fois que le commun commence à s'effriter, on se dit, bah La théorie du pot de yaourt, voilà, exactement. Donc l'homme a eu le temps d'évoluer sur sa carrière. Il peut aussi d'amasser des penser richesses. à une vie post-mariage. Et après, la femme, elle reste dépendante de sa famille. Si elle n'a pas de famille, elle fait comment? C'est une grosse injustice. Mmh. Donc ça doit être quand même pensé en amont et surtout reconnu. Et la situation, elle est générale. En France, c'est pareil. Mmh. C'est Bien pareil. sûr, D'ailleurs, bah, en France, il n'y a pas l'école les mercredis. En général, les mercredis, les femmes ne travaillent pas, celles mmh. qui ont des enfants. Ou sinon, elles doivent payer très cher une femme, une nounou. Et souvent, moi, j'entends des papas qui disent: «Bah non, on va pas payer la nounou. Tu te mets à 80% et toi, tu vois? C'est ça, bien sûr. Pourquoi? J'ai eu mes 2 enfants pendant ma thèse, pendant que je faisais les terrains, donc j'ai souvent fait mes terrains enceinte, ou avec un bébé ou sinon, Tu les as emmenés avec je toi? les emmenais avec moi. Ça me servait beaucoup pour ouvrir les terrains parce qu'en général, les bébés sont irrésistibles. Ou sinon, ils restaient avec leur papa. Et c'était un vrai combat avec moi-même parce que la culpabilité, mais en même temps, l'urgence de réaliser ce que j'avais envie de réaliser, dans lesquels je Est-ce que les m'étais bébés les enfants étaient prévus à ce moment-là? non, c'était Tu pas as prévu. planifié de faire une thèse et de bébés en même temps, non? D'abord planifié de faire une thèse, et puis les bébés sont arrivés, OK. et puis il y a aussi l'âge qui impose Mmh. qu'entre 30 et 40 ans, tu dois faire beaucoup de choses. Ouais. Pour qu'à 40 ans, tu jouis de ce que tu as mis en place. C'est compliqué cette histoire, Ouais. vraiment. Donc j'ai eu de la chance d'avoir un mec qui m'a dit, «Je porte avec toi et on le fait, t'inquiète pas». Et ça, c'est, inédit, mais ça devrait être la norme. C'est sûr. Ça devrait être la norme parce qu'il y a une entente, parce qu'il y a une reconnaissance de qui je suis, il y a un respect mutuel. C'est extraordinaire et j'aimerais que toutes les femmes puissent vivre ça, vraiment. Et justement, comment tu l'as vécu,
la maternité, la post-maternité aussi, qui est souvent le postpartum qui peut être challenging. Alors ma hantise, c'était de me dire, «Je suis très heureuse d'être une maman, mais je ne peux pas être qu'une maman ou Mm. qu'une épouse». J'avais envie d'être d'autres choses, y compris dans le modèle que je voulais transmettre à mes enfants et à ma fille. Alors j'ai de la chance d'avoir une fille et un garçon, donc ça me contraint à m'ajuster et à me tester moi-même de comment je fais les choses avec l'un et l'autre, qu'est-ce que je leur dis, comment j'ajuste mon comportement, mes réactions. Et je trouve que c'est un vrai défi, parce qu'on n'a pas de mode d'emploi, de comment tu dois faire. Est-ce que je fais la différence? Est-ce que je... Puis il y a des tempéraments, les deux n'ont pas le Mm, même tempérament ni le même caractère, mais ça me contraint à me poser de sérieuses questions, surtout dans le contexte. À Marseille, j'habite à Marseille, ce qui est plutôt confortable parce que c'est pas radicalement différent du Maroc. Mais dans la question de la transmission, tu m'as posé la question tout à l'heure, j'ai à cœur de transmettre leur marocanité, mais une marocanité que je choisis pour eux. mm, J'essaye de les faire naviguer dans plusieurs univers sociaux pour qu'ils puissent voir eux-mêmes toute la complexité du monde social et qu'ils puissent s'adapter aux uns et aux autres. Tu Et vois? est-ce Y compris que, dans les questions de genre. ouais. Est-ce que tu ressens, parce que moi, étant fille, enfin, l'aînée ayant un petit frère, c'est quelque chose que j'ai ressenti, peut-être pas sur le moment, mais que j'ai consenti après. Il y a quand même une transmission du care, justement, et de la responsabilité. Est-ce Alors, que tu le sens avec ta fille ou pas du tout? C'est quelque chose que tu essaies de déconstruire? c'est quelque chose que j'essaie de construire, mais pas que chez ma fille, Voilà, c'est ce que chez j'allais mon te fils dire, aussi. parce qu'on crée beaucoup des garçons Là, princes, tu vois. non, moi j'ai pas, je refuse ça complètement. Ils sont tous les deux, ils ont exactement le même statut, le même soin, la même attention. Par contre, j'essaye vraiment de développer leur lien de solidarité. Par exemple, elle, tu as été aînée, elle est plus grande que lui, elle veut s'émanciper de lui parce qu'il la suit, il l'imite, il a envie de faire ce qu'elle fait, etc. Elle a besoin de solitude, elle a envie d'être avec ses amis, etc. Je lui rappelle qu'elle a aussi la responsabilité de son petit frère. Et lui, c'est un garçon, il est bagarreur, il est physique. C'est plus fort que moi, c'est-à-dire on ne lui a pas transmis ça. Mmh. Et donc, j'essaie vraiment de contrôler beaucoup, beaucoup, beaucoup cet aspect chez lui. Pas de l'effacer, mais de De lui faire canaliser, réaliser ouais. dans quoi il est. Ma fille, elle est le stéréotype de la fille. Elle est délicate, elle est douce, elle est dans le care, etc. Donc, j'essaye aussi de la protéger de ça, doucement. On y va Mmh. doucement. Mais après, je les laisse aussi être, tu vois. Mais ce que je vois quand même à leur âge, il y a des choses qui leur sautent aux yeux. Mmh. Quand ils rentrent au Maroc et qu'ils voient qu'il y a des femmes de ménage qui viennent nous servir, alors qu'au Maroc, en En France, France, il y a pas. il y a que nous qui nous servons. Tu te lèves, tu fais machin, et ils se posent beaucoup de questions sur ces inégalités. Et comment tu gères, justement? C'est très compliqué parce que c'est compliqué pour moi de l'admettre et L'expliquer, le de justifier? normaliser Ouais. dans leur esprit une inégalité qui moi-même me fait souffrir. Mmh. C'est vraiment compliqué. Ça fait partie de la Ça transmission, en fait tout cas de ce partie qu'il y a à négocier dans la Ça transmission. fait partie de la transmission et pour moi, mon rôle, c'est aussi de leur transmettre la sensibilité à ça. Mmh. Après, ils vont devoir se dépatouiller avec ça comme moi, je me dépatouille avec ça. Tu vois, Bien sûr. je vais pas pouvoir les protéger de tout et c'est pas mon rôle non plus. Il faut qu'ils puissent observer et déjà qu'ils soient sensibles à ça. Ça, c'est important. Pas que ça soit normalisé et que ce soit Le regard critique des Tofola. Ben oui, oui, ben Ouais. oui. C'est pas un regard critique. Il faut une sensibilité au monde pour que certaines choses ne soient pas normales, Mmh. pas acceptables. Moi, c'est ce qui me tue le plus au Maroc. Ce qui me tue, c'est ce potentiel que nous avons comme pays, comme société créative, jolie, gentille, généreuse, et ce potentiel, comment il est saboté. Et pour conclure, quelle pratique tu pourrais conseiller, que ce soit à titre Mm, individuel, que ce soit toi en tant que maman mm, ou en tant qu'anthropologue, mm, d'un point de vue plus politique, mm. qui pourrait concrètement aujourd'hui apporter plus des chemins de justice et de solidarité? Alors, d'après mon expérience,
le côté révolutionnaire que moi j'aimerais voir arriver ne va pas avoir lieu. Mmh. Et du coup, la posture politique qui me semble être la plus efficace, c'est de commencer par soi-même et de son entourage. C'est-à-dire sensibiliser autour de soi. Parler, ne jamais laisser passer. Toi-même, tu le fais, hein. Mmh. Je pense qu'on s'entend beaucoup là-dessus. Mais aussi être à l'écoute. C'est-à-dire que moi, je passe par des phases de silence où je fais que regarder et écouter et assimiler, comprendre aussi comment ça fonctionne et sur quels équilibres sociaux ça se fonde pour que ça continue. Quand je vais, bon, là, tu m'as vu, je suis avec ma valise, je circule beaucoup entre les 2 pays et de fait, je circule aussi beaucoup dans les familles, parce Mmh. que je vais voir ma tante, je vais voir mes cousines, je vais voir mes copines, mes copains, et cetera, et donc je pénètre leur monde intime et je vois les équilibres qui se sont, faits, fabriqués ces dernières années. Donc j'observe beaucoup, pas en mode voyeuriste, mais et il y a beaucoup de belles choses que j'observe, mais je sensibilise. C'est-à-dire qu'il y a des injustices, il y a des inégalités auxquelles, je dis: «Attention, là, ça va pas du tout. Est-ce que tu te rends compte?» Tu vois? Est-ce que tu vois la douleur des gens? Moi, c'est la question de la classe sociale Mmh. dans l'inégalité de genre qui a le croisement, cette intersectionnalité, au Maroc qui me pèse Qu'on beaucoup. trouve pas beaucoup au Maroc et qui, même moi, m'affecte aujourd'hui. C'est ce que Ça je te m'a dis, Ouais. il y a un moment, il y a un renoncement à un certain privilège à avoir. Comment tu penses que ça se matérialise dans la société marocaine? Je sais pas. Sincèrement, je pense pas qu'on est du tout dans une phase de renoncement. Mmh. On est dans une société qui s'oriente de plus en plus vers le matérialisme. Il y a un retour vers une soif culturelle, je le vois que les gens, enfin, n'importe quel Relatif, oui, bah, toi, pour oui, pour baigner dedans. toi, tu es dedans, mais de ce que je vois, j'ai l'impression qu'il y a une envie, il y a une curiosité Mmh. qui est beaucoup plus apparente que quand je suis partie. Quand je vois Tu qu'il es y a partie il y a combien d'années? Je suis partie en 2015. OK. C'était il y a pas Il y a longtemps, c'était il 10 y a ans. 10 ans et puis je suis déjà Oh, ça partie, te permet quand même revenue. d'avoir, Oui, un élément de oui, puis comparaison. j'ai jamais été très loin, je suis toujours très proche et quand je vois un événement culturel qui est organisé, ça dépend lequel, il y a quand même foule. J'observe aussi toute la choralisation de la société. Tout le monde a envie d'être dans une chorale, chanter, être ensemble. Des clubs de lecture, du théâtre, du cinéma, et cetera. Il y a une envie de réfléchir et de comprendre et de participer et comme je t'ai dit, on va venir un moment, c'est on est dans le processus où on va devoir se parler, franchement. Mmh. C'est-à-dire que comment se penser en tant que Marocaine si on ne pense pas aux autres Marocaines? C'est pas possible, elles constituent, 90 de cette société. Il Mmh. va falloir que nous, avec notre confort matériel, parce qu'on a fait des études, parce qu'on a eu des papas, des mamans qui nous ont poussés, protégés, bâtis autour de nous les murailles dont on a eu besoin, sortir de ces murailles. Et moi, c'est un inconfort que je vis vraiment de manière très intérieure. Mmh. Quand je reviens, euh, cet écart qu'il y a entre moi et les personnes en situation très compliquée, matérielle, c'est c'est devenu, vraiment douloureux. Mais au-delà du constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, quand on est dans cette posture-là? Moi, Heu, à Moi, mon j'ai niveau, croisé, tu vois, enfin, j'essaye de sortir de la posture du sauveur aussi, tu vois? Parce que oui. c'est pas sustainable et que bon, ça répond à d'autres blessures. Mais j'ai croisé combien de fois des femmes en détresse dans la rue à Casa. Mmh. Elles se sont fait voler leurs affaires ou une dame qui pouvait pas payer son loyer. Enfin, j'ai plein d'histoires comme ça et des Mmh. femmes qui pleurent Mmh. dans la rue, personne ne les regarde et je me suis retrouvée à les aider. Mmh. Très souvent, avec de l'argent, mais ne serait-ce que que la considération, tu vois? De C'est l'écouter ça. et cetera, de la regarder et de se dire: «Bon, de toute façon, je qu'est-ce que je peux faire d'autre?» Et après d'un point de vue alors structurellement, on n'a pas forcément d'impact aujourd'hui, mais du coup, individuellement et à l'échelle, tu vois, de notre cercle direct, qu'est-ce qu'on peut faire pour concrètement avoir un impact sur la vie de ces femmes-là? Sincèrement, je sais pas parce que des comme toi, je suis sûre qu'il y en a beaucoup au Maroc Mmh. qui le font dans le silence, qui ne le disent pas. Les gens sont plutôt, heu, il y a de la compassion, il y a de l'empathie, il y a cette compréhension de cet écart entre,
dans les classes sociales, dans les possibilités, les conditions matérielles de chacun. On n'est pas politicienne, toi et moi, donc on n'est pas élus, on ne pousse pas pour des lois, pour le vote de budget structurel, et cetera. Mon rôle à moi en tant qu'anthropologue, c'est de documenter, de décrire la vie sociale. Mmh. Si il y a beaucoup de femmes aussi qui sont engagées dans la société civile, dans des associations, qui partent sur le terrain, qui donnent, qui essayent à une petite échelle de contribuer et il y en a aussi beaucoup. Mais c'est vraiment une question qu'on doit collectivement adresser. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Comment on doit le faire? Il faut plus Déjà d'engagement. commencer les gens qu'on emploie, tu vois? Ce genre de choses, Bien sûr, les gens là, déjà, il faut être aligné avec ses propres valeurs. Il y a la question du contrat de travail, de la protection sociale, de la retraite, parce que la question de la retraite, là, on n'en parle pas. Mais le nombre des millions de concitoyens qui travaillent toute leur vie dans des emplois hyper précaires. نهضروا غير على الطيابات الحمام على les esthéticiennes qui n'ont pas de contrat, les femmes de ménage dans les maisons, les aides ménagères, les serveuses dans les cafés. Pas que les femmes, les hommes aussi, hein, bien sûr. qui se retrouvent dans un âge avancé, qui n'ont plus rien. C'est-à-dire que si elles ne travaillent pas avec leur corps, elles n'ont pas de protection. Si elles n'ont pas d'enfants Et si pour après elles n'ont pas... assurer, en fait, et Voilà. on perpétue, Là, aujourd'hui, on n'est plus dans le modèle d'une famille avec 40 individus. واحد كيهز الآخر. Non, on est dans des villes, ça s'est complètement fragmenté. mmh, Et donc, c'est fondamental comme questionnement. ouais. Collectif. Bon, écoute, on fait de notre mieux. On fait de notre mieux. Merci beaucoup. Merci Chama, Merci m'avoir d'avoir invité. passé ce moment avec moi. Merci. À bientôt.